Bonjour tout le monde. Merci d'être venu en si grand nombre aujourd'hui pour cette activité. Mon nom est Paul Fortier. Je suis directeur de l'ITIS, l'Institut de technologie de l'information et société. Nous sommes en quelque sorte les organisateurs de cette activité. C'est évidemment un honneur et un plaisir de recevoir ce matin l'un des acteurs incontournables de la sphère numérique et du monde du logiciel libre et ouvert, plus spécifiquement, pas ouvert, libre et non pas ouvert, libre. Pas ouvert pour moi. Not open, c'est vrai, OK. Donc, je cite Monsieur Richard Stallman. Avant que Monsieur Stallman vous présente sa conférence, je voudrais en profiter d'abord pour remercier les partenaires de cette activité, l'Association pour le développement technologique en éducation, l'ADTE, Québec numérique, le secrétariat du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec, le département d'informatique et de génie logiciel de l'Université Laval, le département de systèmes d'information organisationnelle de l'Université Laval, et donc merci à tous ceux dans ces organisations-là qui ont contribué à faire connaître cette activité. Je tiens à remercier particulièrement Raymond Poirier et Gilles Rioux et Martine Cormier, le staff de l'ITIS qui organise toujours de façon impeccable ces activités. Pour l'ITIS, évidemment, cette conférence se place dans la continuité de nos activités de rayonnement, de conférences grand public qu'on offre à chaque année. Je veux vous parler brièvement des 3 prochains événements. Premièrement, on va avoir demain soir une conférence donnée par un professeur de l'Université Laval, François Laviolette, sur les données massives, le Big Data. Cette conférence va être à 19h à la bibliothèque Gabriel Leroy. On a aussi un mini-colloque vendredi après-midi, le 18 mars à 13h au Musée de la Civilisation, qui se nomme Vers le Nord intelligent, où 4 chercheurs de l'Université de Laval vont parler de différents aspects du Nord, des défis et comment est-ce que le numérique peut aider à ces défis. Pour de plus amples informations sur ces 2 activités-là, consultez simplement le site web de l'université de l'ITIS, qui est itis.ulaval.ca. 3e événement, c'est un colloque scientifique qui va avoir lieu dans le cadre de la semaine numérique au début du mois d'avril, la semaine du numérique, c'est du 4 au 10 avril. Le colloque, c'est du 4 au 6 avril. C'est un colloque qui est organisé par l'Université de Nantes et par l'Université Laval. On va avoir une 60aine de conférenciers sur 5 thématiques par rapport au numérique et humanité, ville intelligente, technologie en éducation, tendance numérique, machine learning, web social, marché de l'emploi. Donc, ça promet d'être très, très intéressant. Et le site web, c'est di2016.org. La conférence s'intitule Intelligence numérique, mais aussi Digital Intelligence. Alors, à travers toutes ces activités-là, nous sommes fiers de réaffirmer le dynamisme de l'Université Laval dans l'univers du numérique. Et sans plus tarder, je cède la parole au fondateur de la Free Software Foundation et du GNU Project, M. Richard Stallman. Au commencement, j'ai 2 requêtes pour vous. Premièrement, si vous faites des photos de moi, ne les mettez pas dans Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp. Tous sont la même entreprise, moteur de flicage. Facebook reconnaît les visages et aussi le dos de la tête. Reconnaît les gens par les visages ou par le dos de la tête. Et donc, si vous mettez une photo avec quelqu'un en Facebook, vous contribuez au flicage de lui. Après, je vous propose de ne jamais le faire à vos amis, mais je vous demande de ne pas le faire à moi. Et aussi, si vous voulez me faire une photo par un dispositif mobile, d'assurer que la fonctionnalité de géolocalisation soit éteinte pour ne pas mettre les coordonnées dans la photo. Deuxièmement, si vous voulez enregistrer cette conférence et en diffuser des copies, prêt de le faire uniquement dans des formats favorables au logiciel libre, c'est-à-dire les formats OGG ou le format WebM. Les formats MP, quoi que ce soit, sont brevetés dans plusieurs pays. Les
il faut surtout ne pas utiliser Flash, parce que Flash requiert un programme privateur pour regarder. Il faut ne jamais utiliser Flash. Il faut se plaindre au site qui diffuse du Flash. Et aussi pas dans Windows Media Player, ni Real Player, ni QuickTime. Prêt d'assurer aussi que dans l'accès normal au site, il est possible de décharger une copie de l'enregistrement sans exécuter aucun programme privateur, ni même du code JavaScript transmis dans la page même. Voici le problème de YouTube. YouTube diffuse principalement le format WebM qui est bon, mais pour même regarder la vidéo, il faut exécuter le code JavaScript privateur transmis dans la page, ce qu'un libriste ne fera pas. Et je ne veux pas que ma conférence serve comme appât pour exécuter un programme privateur. Et aussi, enfin, près de mettre la licence Creative Commons non dérivée à l'enregistrement, parce que c'est une présentation d'un point de vue. Donc, le logiciel libre, je peux expliquer, mais c'est plus clair en français parce que c'est le logiciel libre, pas free software. Free est ambigu. Free signifie ou libre ou gratuit. Mais en ce cas, il signifie libre. Parce que il n'est pas forcément gratuit. Souvent, oui, mais ce n'est pas le point important. Je ne lutte pas contre la vente de copies de logiciels. En vérité, la vente de copies est autorisée pour tout logiciel libre. Mais la question de prix est secondaire parce qu'il ne s'agit que de comment obtenir une copie. Mais la question de logiciel libre est une question de c'est quoi que tu as? Ayant obtenu une copie, qu'est-ce que tu as obtenu? Est-ce qu'il respecte ta liberté et ta communauté ou pas? Le logiciel libre est le logiciel qui respecte la liberté et la communauté des utilisateurs. Mais c'est quoi un programme? C'est quoi un ordinateur? Un ordinateur est une machine conceptuellement très simple. C'est prendre la prochaine instruction et faire ce qu'elle dit. Et obtenir autre instruction et faire ce qu'elle dit. Et ça se répète des millions de fois par seconde. Mais les instructions viennent d'un programme. Et selon quelle instruction ce programme contient, il peut diriger l'ordinateur à faire n'importe quoi. Dans quelques limites, il y a des choses que l'ordinateur ne sait pas faire. Mais hormis les choses impossibles, le programme peut diriger l'ordinateur à faire n'importe quoi. Donc, par les instructions qu'il donne à l'ordinateur. Donc, c'est qui donne les instructions à ton ordinateur? Tu peux croire que c'est toi tandis qu'en vérité, c'est quelqu'un d'autre. Tu peux croire que ton ordinateur obéisse à tes ordres, mais tandis qu'en vérité, il obéit en premier lieu à un autre et seulement deuxièmement à toi, autant que l'autre l'autorise. Non, je veux de lumière sur l'assistant, sur l'audience. Je ne suis pas venu pour m'endormir. Si vous voulez dormir avec moi, peut-être ce sera possible, mais pas ici. Donc, pour n'importe quel programme, il y a deux possibilités. Ou les utilisateurs ont le contrôle du programme,
où le programme a le contrôle de ses utilisateurs. Il n'y a pas d'autre possibilité, donc il est toujours l'un ou l'autre. Pour que, quand les utilisateurs ont le contrôle du programme, nous l'appelons un programme libre. Parce que c'est quoi la liberté? C'est d'avoir le contrôle de ta propre vie. C'est-à-dire des activités que tu fais dans ta vie. Mais si tu utilises un programme pour faire l'activité, le contrôle de l'activité requiert le contrôle de ce programme. Donc, les programmes qui respectent la liberté des utilisateurs sont les programmes desquels les utilisateurs ont le contrôle. Et ça requiert les 4 libertés. Si les utilisateurs disposent des 4 libertés essentielles pour un programme, ce programme est libre. Donc la liberté 0 est celle d'exécuter le programme comme tu veux pour n'importe quel but. Et la liberté numéro 1 est d'étudier le fonctionnement du programme et de le changer pour qu'il fonctionne et fasse tes activités informatiques comme tu veux. La liberté numéro 1 requiert la disponibilité du code source. Voici le code source d'un programme très simple. Le code source est comme un mélange de l'anglais et de la mathématique. Si tu as appris le langage de programmation, tu peux lire le code source, le comprendre et le changer pour faire d'autres choses. Mais pour l'exécuter, nous le transformons en exécutable. Voici un programme exécutable. C'est une série énigmatique des 1 et des 0. Et pour un programme si court, si petit, tu pourrais le comprendre, même depuis l'exécutable. Mais pour un grand programme, comprendre l'exécutable est un travail énorme qui s'appelle l'ingénierie inverse. Et c'est très difficile. Donc, dire aux utilisateurs, vous êtes libre de changer ce programme, ayant fait d'abord l'ingénierie inverse, ce serait de se moquer des utilisateurs. Ce n'est pas vraiment, au sens pratique, la liberté de changer ces programmes. C'est comme leur dire à quelqu'un lié par les pieds, vous êtes libre de sortir, mais elle ne peut pas sortir. Donc, la liberté numéro 1 requiert la disponibilité du code source. Ces 2 libertés essentielles nous fournissent le contrôle par séparé. C'est-à-dire que chaque utilisateur peut changer le programme pour soi s'il veut. Voici 4 utilisateurs dont un exerce ce contrôle pendant que les autres 3 utilisent le programme tel quel sans le changer. Avec le contrôle par séparé, je peux changer mes copies et tu peux changer tes copies. Et ce contrôle est essentiel, mais ne suffit pas parce que beaucoup d'utilisateurs ne savent pas programmer. Ils font d'autres choses dans la vie. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Mais même les utilisateurs non programmeurs méritent le contrôle de leur informatique. Comment le leur donner? Il faut le contrôle collectif aussi. Le contrôle collectif est la liberté de collaborer avec des autres en exerçant le contrôle du programme. Bon, voilà un groupe de 3 utilisateurs qui collaborent en changeant le programme. 2 font directement des changements dans le code. Évidemment, ils savent programmer.
Le troisième, à gauche, ne fait pas directement de changement. Peut-être il ne sait pas programmer, mais il participe dans les décisions de quel changement à faire. Donc, il exerce avec les autres par collaboration du contrôle sur le programme comme il l'utilise. Ceux qui collaborent comme si sont ceux qui veulent collaborer. Voilà deux autres utilisateurs en bas qui ne participent pas dans ce groupe. Ils utilisent la version originelle du programme. Pourquoi est-ce qu'ils ne collaborent pas? Nous ne savons pas. Peut-être ils ne connaissent pas ce groupe. Peut-être ils ont d'autres désirs pour comment fonctionnera ce programme. Peut-être demain ils se connaîtront et ils commenceront à collaborer tous les 5. Pour collaborer, pour que nous puissions collaborer, nous avons besoin de deux autres libertés essentielles. La liberté 2 est de faire des copies exactes pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Et la liberté 3 est de faire des copies de tes versions modifiées pour les donner ou les vendre aux autres quand tu veux. Avec ces deux libertés, les membres de n'importe quel groupe peuvent collaborer, parce que quand un d'eux fait une version modifiée, par la liberté 3, elle peut en faire d'autres copies pour donner aux autres dans le groupe ou les vendre, et les autres peuvent, par leur liberté numéro 2, faire plus de copies de cette même version pour donner aux autres dans le groupe. Aussi, avec cette liberté, les membres du groupe sont libres de diffuser leur version aux autres, même de les publier, c'est-à-dire de les offrir au grand public. Une partie de la liberté 2 lève une importance sociale spéciale quand il s'agit du partage de copies entre les individus, c'est-à-dire pas commercial. C'est le partage. Le partage signifie la redistribution entre les individus des copies exactes, sans changement. Et je crois que chacun mérite la liberté de partager des copies de n'importe quelle œuvre publiée, parce que le partage est la base de la communauté, et pas seulement pour le logiciel, aussi pour les chansons, pour les films, pour les livres. Et donc, n'importe quelle loi ou mesure pour empêcher le partage est une attaque à la société. C'est directement antisocial, et si c'est une loi, elle n'a pas d'autorité morale. C'est de l'oppression. Mais la liberté de partager est beaucoup plus étroite que une œuvre libre. Je ne crois pas que toutes les œuvres doivent être libres. Être libre est beaucoup plus, c'est porter les 4 libertés. Pour moi, ce sont les œuvres dédiées à d'utilisation pratique pour faire des activités avec, qui doivent être libres. Parce que les mêmes arguments que j'ai déjà présentés s'appliquent à n'importe quelle œuvre que tu utilises pour faire des activités dans la vie. Pour avoir le contrôle de ta vie, tu dois avoir le contrôle de cette œuvre. Mais cet argument ne s'applique pas aux œuvres artistiques. Parce que les œuvres artistiques ne sont pas faites par s'utiliser pratiquement. Ils ne sont pas des instruments comme un programme.
Donc, les œuvres qui sont des instruments doivent être libres, mais toutes les œuvres doivent être partageables. Donc, si le programme porte les 4 libertés essentielles, les utilisateurs ont le contrôle du programme et ce programme respecte leur liberté et leur communauté. Par le contrôle collectif, le programme respecte aussi la communauté. Donc, c'est du logiciel libre, c'est la manière éthique de distribuer un programme. Mais si une de ces libertés manque ou est incomplète, en ce cas, c'est le programme qui a le contrôle des utilisateurs et le propriétaire qui a le contrôle du programme. Donc, ce programme prive de la liberté à ses utilisateurs. Donc, nous l'appelons privateur. Quelque chose qui tend à priver, en ce cas, de la liberté. Et c'est un instrument du pouvoir injuste du propriétaire sur les utilisateurs. Donc, un programme privateur ne devrait pas exister. Développer du logiciel privateur et faire de l'injustice. Il faut ne pas le faire. Mais cette injustice mène à autre, parce que aujourd'hui, les propriétaires, les développeurs sont complètement conscients de leur pouvoir. Vraiment, le désir de ce pouvoir peut être le but de développer le programme. Et donc, ils calculent très finement jusqu'à quel point ils peuvent exercer ce pouvoir pour gagner plus aux dépens de ses utilisateurs. C'est-à-dire, il met souvent des fonctionnalités malveillantes dans leur programme privateur. C'est-à-dire que les programmes privateurs sont souvent du maliciel. Et voici les fonctionnalités malveillantes communes. Il y a le flicage. Par exemple, voici le Amazon Swindle, l'escroquerie d'Amazon. Son lecteur de livres numériques qui flique l'utilisateur, il transmet de temps en temps le titre du livre au serveur d'Amazon et le numéro de la page. Et si l'utilisateur entre des notes, il envoie les notes à Amazon. Si l'utilisateur souligne quelque chose, transmis à Amazon, c'est un produit orwellien. Il y a aussi il y a beaucoup de flicage. Windows fait du flicage, macOS, les iThings, les monstres portables d'Apple, Flash Player, les téléphones portables, beaucoup d'applications mobiles font du flicage. Les applications pour les services de streaming font toujours le flicage. Ils imposent l'identification de l'utilisateur. Les produits de santé personnelle transmettent les données personnelles à l'entreprise qui offre de les vendre à l'utilisateur et aux autres. Donc, il faut ne pas les utiliser. Surtout, par exemple, Netflix ou Spotify. J'ai refusé d'écouter, même pour 10 secondes, une chanson depuis l'ordinateur d'un autre parce que c'était par Spotify. J'ai dit, out, damned Spotify. Mais il y a aussi
les menottes numériques, c'est-à-dire la fonctionnalité de refuser de fonctionner, en anglais DRM, Digital Restrictions Management. Et il ne s'agit pas de la manque d'une fonctionnalité. Bien sûr, personne ne peut faire tout. Le développeur d'un programme a le droit de dire je ne veux pas travailler plus. Si tu désires d'autres fonctionnalités, écris-le toi. Et si le programme est libre, il peut en justice le dire parce que tu pourrais ajouter une fonctionnalité si tu veux vraiment. Mais s'il a fait privateur ce programme, il t'a nié la possibilité d'ajouter des fonctionnalités. Donc il n'a plus le droit de dire je ne veux pas le faire, écris-le toi. Mais ici, il ne s'agit pas d'être fatigué et ne vouloir travailler plus, parce que il s'agit de travailler pour des années en concevant quelques systèmes pour empêcher les utilisateurs de faire quelque chose, comme faire des copies de quelque chose. Voici l'horrible disque Blu-ray, voici l'horrible ray bleu qui attaque l'utilisateur qui veut copier. Un libriste fait les courses avec ses enfants et à la caisse, il découvre dans une petite sac un disque avec des menottes numériques et il dit « Sacré bleu !» Mais ces menottes numériques se trouvent dans beaucoup de logiciels privateurs. La base pour imposer des menottes numériques se trouve dans Windows, dans macOS, dans les iThings et je suppose aussi dans Android. Mais aussi, il y a des menottes numériques dans le Amazon Swindle et dans Flash Player. C'est très répandu. Mais il y a encore pire. Il y a les portes dérobées pour attaquer l'utilisateur. Voici le Amazon Swindle, toujours. Il vient avec une porte dérobée pour supprimer à distance les livres. Une porte dérobée orwellienne, et nous le savons par observation, parce qu'à 2009, Amazon a supprimé à distance des milliers d'exemplaires d'un livre. Quel livre? 1984 de George Orwell. Suite à beaucoup de critiques, Amazon a dit qu'il ne ferait jamais plus sans ordre de l'État. Si tu as lu 1984, cette promesse n'est pas vraiment réconfortante. Mais elle n'était pas une vraie promesse parce que elle n'avait aucune force légale. Donc, quelques années plus tard, Amazon est retourné à supprimer des livres à distance arbitrairement, sans même l'ordre de l'État. Des portes dérobées se trouvent aussi dans d'autres programmes privateurs. Par exemple, les iThings contiennent une porte dérobée pour supprimer des applications à distance et Android aussi. Il y a aussi la censure. Apple était le premier à imposer à travers d'un ordinateur la censure des applications. L'utilisateur d'un iPhone n'était pas libre d'installer les applications de son choix parce que le système le limitait aux applications approuvées d'Apple depuis la boutique d'Apple. Et quand les utilisateurs ont trouvé des trucs pour contourner la censure, ils l'appelaient
jailbreak, c'est-à-dire s'échapper de la prison, c'est-à-dire en reconnaissant que ce sont des ordinateurs prisons, conçus comme des prisons pour l'utilisateur. Notre mot pour ça, c'est jail. Nous disons que ces ordinateurs sont des jails. Les ordinateurs mobiles de Microsoft aussi. Microsoft a suivi le même chemin quelques années plus tard. Il y a aussi les portes dérobées universelles qui ont le pouvoir d'imposer à distance n'importe quel changement de logiciel. Windows contient une porte dérobée universelle depuis Windows XP. Sa présence a été établie chez Windows XP, mais Microsoft ne l'admettait pas. Mais quelqu'un a démontré que Microsoft avait ce pouvoir. Et quand le logiciel contient une porte dérobée universelle, c'est universel dans le même sens qu'un ordinateur et une machine de computation universelle, capable de faire n'importe quelle computation sous le contrôle d'un programme approprié. Cette porte dérobée est capable de faire n'importe quoi à l'utilisateur. Parce que le propriétaire peut d'abord imposer un changement de logiciel pour faire quoi que ce soit, puis le programme le fait. Donc, l'utilisateur de Windows est complètement impuissant face à Microsoft. Microsoft peut lui faire n'importe quoi, n'importe quel coup sale. D'autres portes dérobées universelles. Pour démontrer la chute de valeur éthique dans ce champ, dans Windows 10, Microsoft annonce la présence d'une porte dérobée universelle. Plus d'honte. Mais il y a aussi des portes dérobées universelles dans le Amazon Swindle et c'était quoi? Et dans presque tous les téléphones portables. Et Android contient une porte dérobée presque universelle, parce que Google a le pouvoir d'imposer l'installation de n'importe quelle application à distance. Donc, Google pourrait faire une application spécifiquement pour toi. Cette porte dérobée n'est pas complètement équivalent, m'a dit un expert d'Android, pas complètement équivalent à une porte dérobée universelle, mais presque. La porte dérobée universelle dans les téléphones est dans le processeur de communication de radio. Un smartphone contient normalement 2 processeurs, dont un pour communication de radio et autre pour tourner le système d'exploitation. Donc, même si le système d'exploitation n'a pas de porte dérobée universelle, l'autre processeur tourne toujours le logiciel privateur qui contient toujours la porte dérobée universelle. Ils ont employé cette porte dérobée pour convertir le téléphone en dispositif d'écoute de 24/24 qui écoute toujours la conversation dans la chambre et la transmet à quelqu'un sans indiquer qu'il le fait. Et si tu penses récupérer la vie privée en éteignant le téléphone, il fait semblant de s'éteindre, mais en réalité, il continue de fonctionner, d'écouter et de transmettre
La seule manière de l'empêcher est de enlever toutes les piles. Même la petite pile qui ne s'enlève pas. Donc, c'est pour ça que et aussi, les mouvements du téléphone sont suivis toujours à tout moment par le système de communication. Donc, j'appelle le téléphone portable la rêve de Staline. Si Staline aurait pu distribuer aux habitants de l'Union soviétique un dispositif pour le suivre n'importe où et d'écouter toutes ces conversations, pour Staline, ça aurait été le comble de la joie. Mais cette technologie n'existait pas dans l'ère de l'Union soviétique. Maintenant, vous êtes soumis à plus de surveillance que les habitants de l'Union soviétique, mais pas moi. Parce que quand j'ai reconnu qu'il s'agissait de la rêve de Staline, j'ai décidé de ne pas l'avoir. Heureusement, j'avais la bonne fortune de connaître ces faits avant d'avoir commencé à utiliser un téléphone portable. Et j'avais la même réaction que vous aurez eu il y a 20 ans si vous aviez su ce que ce produit fait avant de commencer à l'utiliser. Vous auriez dit, c'est horrible, il faut ne pas accepter de telles choses. Et moi, c'est ce que je me suis dit. Et donc, je refuse. Mais il y a d'autres manières de saboter l'utilisateur d'un produit. Nous savons que Microsoft, quand il sait d'une erreur de sécurité dans Windows, la montre à l'NSA avant de la corriger. Donc, est-ce que l'État canadien doit utiliser Windows? Aucun État ne doit utiliser Windows ni aucun programme privateur. Mais la conclusion, c'est que un programme privateur est très probablement du maliciel. Je ne dis pas que sans exception les programmes privateurs sont du maliciel. Je n'ai pas la manière de savoir. Il y a des milliers de programmes privateurs qui ne nous permettent pas de les analyser pour savoir si chacun est du maliciel ou pas. Dans quelques cas, nous savons que le programme est du maliciel. Et il y a beaucoup d'autres cas. Regarde la répertoire gnu.org/proprietary pour beaucoup d'autres exemples. Mais ce sont peut-être des dizaines. Et il y a des milliers dont nous ne savons pas s'ils sont de maliciels ou pas. Mais seulement par les exemples que je viens de citer, nous savons que presque tous les utilisateurs du logiciel privateur sont des victimes du maliciel privateur. Les discussions sur le maliciel sont d'habitude moitié aveugles. Ils font attention uniquement au virus et ne font pas attention aux produits privateurs qui sont également malveillants. Mais nous devons faire attention aux programmes privateurs malveillants. Et n'importe quel programme privateur pourrait être malveillant. Il y a deux possibilités. Ou nous savons d'une fonctionnalité malveillante dans le programme privateur, et donc c'est du maliciel établi, ou nous ne savons pas si ce programme est du maliciel. C'est donc du maliciel possible.
Et ce sont les deux possibilités. Du maliciel démontré ou du maliciel possible. L'utilisateur ne peut jamais se confier d'un programme privateur rationnellement. Il n'y a jamais une base rationnelle pour se confier de ce programme. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Pour leur gain. Ils ont trouvé des manières de gagner plus d'argent aux dépens de ces utilisateurs, de leurs utilisateurs, et il leur manque de l'éthique. Donc, il faut ne jamais te confier d'un programme privateur. Le programme privateur n'offre pas une base rationnelle pour se confier de lui. C'est impossible parce que le code source est caché. Nous ne pouvons pas vérifier que le code est honnête, ni le corriger quand nous savons qu'il n'est pas honnête. Donc, il faut la foi aveugle envers une entreprise qui souvent a déjà démontré qu'elle ne mérite pas cette foi. Pour avoir une base rationnelle pour te confier d'un programme, faut que ce soit libre. Et aujourd'hui, les propriétaires n'ont plus d'honte. Ils ont des congrès où ils font des conférences pour présenter leur nouvelle manière de maltraiter les utilisateurs. Donc, si vous entrez dans le développement du logiciel privateur, vous entrez dans le chemin à être corrompu. Les développeurs du privateur exercent du pouvoir sur des utilisateurs et ce pouvoir les corrompt. Mais nous, les développeurs du logiciel libre, n'avons pas de pouvoir sur vous, les utilisateurs. Et nous le savons. Nous savons que vous, les utilisateurs, ont le contrôle des programmes que nous écrivons. Et comme ça, nous sommes abrités de la corruption par la manque de pouvoir. Et enfin, les utilisateurs du logiciel libre ont une défense contre le maliciel. C'est le contrôle du programme. L'option de corriger quoi que ce soit qu'il n'aime pas. Que ce soit une fonctionnalité malveillante délibérée ou plus souvent une erreur, les utilisateurs peuvent le changer. Donc, pour ta liberté, tu dois t'échapper du logiciel privateur et venir vivre avec nous dans le monde libre que nous avons construit avec le système d'exploitation GNU et le noyau Linux. J'ai lancé le démo à 84. À 90, GNU était presque complet, mais il manquait toujours un composant essentiel, le noyau. Nous avons commencé le développement de noyau à 90, mais j'ai choisi peut-être une conception trop avancée. Il est devenu un projet de recherche. Et comme ça, il a fallu 6 ans pour développer une version d'épreuve. Dommage. Mais heureusement, il ne fallait pas l'attendre, parce que à 91, M. Torvalds a commencé le développement de noyau Linux. Au commencement privateur. À 91, Linux était privateur, mais en février 92, il a libéré le code de Linux sous une licence libre. Et comme ça, il était possible d'utiliser Linux pour remplir la dernière vide dans le système GNU. Pour faire la combinaison, le système GNU et Linux.
Et quand quelqu'un dit qu'il utilise Linux, c'est faux. Ce qu'il utilise est le système, est la combinaison GNU et Linux. Prière de ne pas l'appeler Linux, c'est injuste envers nous de ne pas reconnaître notre travail et de l'attribuer à quelqu'un d'autre qui a commencé plusieurs années plus tard et a fait moins. Donc, prière de nous donner au moins la reconnaissance égale. Et comme si tu dis GNU et Linux, tu nous donnes la reconnaissance égale, et ça suffit. Torvalds a développé un composant important et essentiel du système. Je suis d'accord avec la reconnaissance de son travail, mais avec la reconnaissance de notre travail, s'il te plaît. En principe, GNU et Linux est un système d'exploitation libre, mais en pratique, pas toujours, parce que dans chaque version de GNU et Linux, ils ajoutent d'autres programmes. Et ces programmes ajoutés peuvent être ou libres ou privateurs. Mais d'habitude, quelques-uns sont privateurs. Donc, la combinaison, la collection entière n'est plus libre. Pour qu'un système d'exploitation ait une grande collection de programmes, des milliers de programmes, et pour qu'une collection de programmes respecte la liberté de l'utilisateur, il faut que chaque composant de la collection respecte la liberté. Si un composant est privateur, la collection en sa totalité ne respecte pas la liberté, mais plutôt prive de la liberté à travers le composant qui n'est pas libre. Il y a plus de 1000 distributions GNU et Linux, donc presque toutes contiennent des programmes privateurs et ne sont pas libres, qui sont entièrement libres. Et pour regarder la liste, il y a gnu.org/distros, qui explique aussi les fautes dans les distributions privatrices connues. Par exemple, Ubuntu est un mauvais choix. Ubuntu installe automatiquement des programmes privateurs et offre beaucoup d'autres programmes privateurs avec même la confusion d'appeler quelques-uns gratuits, free, signifiant gratuit. Donc, il confond la question de logiciel libre en anglais free software. Moi, je fais attention à ne jamais dire free quand il s'agit du prix. Je dis gratis en anglais. Donc, quand je dis free, il s'agit toujours de la liberté. Je veux établir cette distinction clairement, au moins dans mon propre discours. Mais Ubuntu fait le contraire. Et il flique l'utilisateur. Parce que notre défense contre les fonctionnalités malveillantes n'est pas parfaite, n'est pas garantie. C'est une défense que nous pouvons pratiquer. C'est beaucoup meilleur que le cas des utilisateurs du privateur qui sont sans défense. Mais ce n'est pas automatique ni garanti. C'est la possibilité de faire une version modifiée qui ne flique pas, qui ne fasse pas quoi que ce soit de malveillante. Et les utilisateurs ont fait des versions modifiées d'Ubuntu qui ne fliquent pas. Nous avons exercé cette défense, mais il reste à pressionner les développeurs d'Ubuntu de terminer leurs mauvaises actions. Donc, surtout, pour cette raison et d'autres, il faut ne pas promouvoir et ne pas diffuser Ubuntu. Mais
pire effet du succès d'Ubuntu est l'effet aux pensées de la communauté. Parce que les gens qui entrent dans la communauté formulent leurs idées selon ce qu'ils vu. Et ils vu souvent ce qu'Ubuntu dit. Et qu'est-ce que les développeurs d'Ubuntu disent? Ils pourraient dire, tu mérites la liberté dans ton informatique et donc tu dois aller ailleurs. Ils pourraient le dire, mais ils ne le disent pas. Ils disent, nous essayons de t'offrir la meilleure possible expérience d'utilisateur. Comment enseigner des valeurs? En basant tes mots, tes paroles et tes actions sur les valeurs. Pour nous, les valeurs sont la liberté et la communauté. Pour Ubuntu, les valeurs sont de commodité pratique et rien de plus profond. La parole d'Ubuntu et la pratique d'Ubuntu enseignent de ne pas valorer la liberté. Et ça va à l'encontre du mouvement de logiciels libres, pour prière de diffuser, de promouvoir d'autres distributions libres. Pour que le programme soit libre, n'importe quel programme, il faut une licence. Il faut que les détenteurs du droit d'auteur y mettent une licence pour octroyer à tout utilisateur les 4 libertés. Selon les lois injustes du droit d'auteur actuel, toute œuvre pour être écrite et porte automatiquement un droit d'auteur. C'était une mauvaise décision qui doit être changée. Mais donc, par défaut, le droit d'auteur interdit toutes les 4 libertés. Comment donc rendre libre le programme? Par une déclaration formelle par les détenteurs du droit d'auteur, autorisant les 4 libertés à n'importe qui. Et cette déclaration s'appelle une licence de logiciel libre. Il y a donc beaucoup de licences de logiciel libre parce qu'il y a beaucoup de manières d'autoriser de manière adéquate les 4 libertés essentielles. Mais il y a 2 classes principales de licences libres. Il y a les licences faibles, permissives, qui ne savent pas dire non, qui disent fais comme tu veux, je ne veux pas m'en occuper, et ça rend libre le programme, mais avec des problèmes ensuite, parce que une entreprise peut s'en emparer et faire une version privatrice pour soumettre des utilisateurs. Et il peut le faire parce que c'est autorisé par cette licence. Les licences faibles autorisent cette conduite, donc des entreprises le feront légalement, mais avec le résultat que beaucoup d'utilisateurs du code qui était libre n'ont pas la liberté. Mais pour moi, à 85, quand j'avais un programme GNU à publier, j'avais vu ce problème, que A publie un programme libre et B, faisant des changements, le convertit en privateur. Et vu que mon but était la libération des utilisateurs, pour moi, ça aurait été l'échec. Je voulais éviter que ça ait lieu pour mes programmes. Donc, j'ai inventé la méthode du gauche d'auteur, en anglais copyleft, mais en français le gauche d'auteur.
implémenté dans la licence, le GNU General Public License ou GNU GPL. La GPL et l'idée générale de gauche d'auteur dit, oui, vous pouvez distribuer des copies avec ou sans changement, mais il y a une condition, vous devez respecter la liberté des autres comme j'ai respecté votre liberté. Donc, vous ne pouvez pas changer la licence. Vous devez le distribuer avec le code source pour que les autres utilisateurs qui reçoivent votre version aient les mêmes libertés que j'ai établies. Pour protéger les libertés pour les utilisateurs, il faut interdire que l'intermédiaire enlève les libertés. Et voici ce que le gauche d'auteur fait. Avec le gauche d'auteur, l'entreprise qui veut développer une version modifiée souvent choisit de participer dans l'équipe de développement de la version principale. Si tu as installé une distribution complètement libre, tu es toujours en danger de rencontrer des programmes privateurs dans les pages web. Beaucoup de pages web viennent avec du code dedans. Et ces programmes peuvent être libres ou privateurs. Le programme identifie son code source et porte une licence libre, il est libre. Et parfois, ces programmes sont libres, mais pour la plupart, non. Et pour les identifier, nous utilisons le fait que ces programmes sont écrits principalement en JavaScript. Donc, nous disons les programmes JavaScript. Mais vraiment, il s'agit de les programmes envoyés à l'utilisateur dans les pages web. Parce que ces programmes sont censés de s'exécuter dans la machine de l'utilisateur. L'utilisateur mérite donc le contrôle de ces programmes. Donc, pour nous protéger des programmes privateurs dans les pages, nous avons développé le programme LibreJS, qui analyse tous les programmes dans les pages web pour voir si le programme est ou trivial ou libre. Et dans ces deux cas, il le permet de s'exécuter. Mais si le programme n'est ni trivial ni libre, LibreJS le bloque. LibreJS est une extension pour Firefox. Donc, LibreJS te protégerait de l'exécution de programmes privateurs qui s'installent silencieusement. Le navigateur ne t'informe pas, ne t'avise pas qu'il est en train d'installer et d'exécuter un programme privateur. C'est LibreJS qui le fait. Il fait une chose en plus, c'est de chercher dans le site comment et où te plaindre à la gestion du site. Si tu as essayé une fois de te plaindre, tu sais que la partie plus difficile du travail est de trouver comment et où. Mais LibreJS le fait pour toi et rend très vite le processus de te plaindre. Prière de te plaindre en 10 minutes par jour. Tu peux te plaindre à 10 sites différents. Et ça, c'est une contribution au mouvement pour pressionner la gestion du site à changer. Mais maintenant, il y a une tendance que je viens de noter souvent. Beaucoup de sites utilisent Cloudflare. Et quand je navigue, je passe toujours à travers Tor pour protéger ma vie privée. Je ne veux pas que le site sache où je suis, ni qui je suis. Donc, je connecte à travers Tor. Mais Cloudflare m'exige de répondre à un CAPTCHA.
mais ne montre pas le captcha. Je ne vois pas le texte, l'image du texte. Donc, je n'ai pas la possibilité de répondre. Parce que le captcha est implémenté par du code JavaScript privateur. Donc, je suis complètement bloqué de ces sites. Il y a 2 jours, j'ai essayé de regarder le site linux.org parce que je soupçonnais que ce site appelait le système GNU et Linux comme Linux et je pensais me plaindre, mais je ne pouvais pas voir le site parce que il était complètement bloqué. Moi, je refuse de céder la liberté seulement pour voir un site. Je valorise beaucoup la liberté, donc j'accepte que je ne peux pas voir ce site. Mais donc, les sites ne doivent pas utiliser Cloudflare. C'est aussi un problème pour les non-voyants qui naviguent à travers Tor pour protéger leur vie privée. Ils ne peuvent jamais voir le captcha. Un captcha exclut automatiquement tous les non-voyants. Dommage. Si tu n'exécutes jamais du code privateur, tu es toujours en danger de perdre ton contrôle de tes activités informatiques par une autre problème, le service comme substitut au logiciel. C'est quand le serveur offre de faire ton activité informatique pour toi. En lieu de le faire dans ton ordinateur, tu es invité à le confier au serveur d'un autre et comme ça tu en perds le contrôle, comme si tu exécutais un programme privateur dans ton ordinateur. Il y a donc 2 chemins pour perdre le contrôle de ton informatique. Un chemin est de le faire par des logiciels privateurs. Bien que ce soit dans ton ordinateur, tu n'as pas le contrôle d'un programme privateur, de ce qu'il fait, ni comment. Mais l'autre chemin, au même mauvais résultat, est de confier ton informatique au serveur d'un autre, parce que tu ne peux jamais avoir le contrôle du service d'un autre. C'est lui qui a le contrôle de comment le faire. Si le service est fait par du logiciel, c'est lui qui a le contrôle de ce logiciel. Jamais toi. Même si ces programmes sont libres, les copies sont à lui, pas à toi. Ce sont les copies dans son ordinateur, son serveur. Donc, c'est lui qui a le contrôle de ces copies-là. Jamais toi. Donc, si ce sont ces copies qui font ton informatique, tu n'en as plus le contrôle. Et donc, utiliser un service en lieu d'un programme, en lieu d'exécuter ta copie d'un programme, implique toujours la perte du contrôle, la perte de ta liberté. Et donc, il faut toujours refuser d'utiliser un service où tu aurais pu faire la même activité par un programme. Au moins théoriquement, si le programme libre n'existe pas, ça ne justifie pas, ça n'excuse pas le service. Ça indique qu'il y a besoin d'écrire le programme libre. Parce que ça, c'est la solution. Utiliser un service pour faire ton activité informatique n'est pas une solution. C'est une autre forme du même problème. Le service comme substitut du logiciel est l'équivalent d'exécuter un programme privateur, mais c'est pire encore. Beaucoup de programmes privateurs fliquent l'utilisateur, ou c'est-à-dire ils transmettent des données à quelques serveurs. Mais avec le service comme substitut, l'utilisateur est obligé d'envoyer toutes les données pertinentes au serveur au commencement. Donc, c'est le même résultat.
Mais c'est encore pire. Beaucoup de programmes privateurs contiennent des portes dérobées universelles, c'est-à-dire que quelqu'un peut imposer à distance des changements de logiciel pour changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Mais avec le service comme substitut, le propriétaire du service peut à n'importe quel moment installer d'autres logiciels dans son serveur. Et il doit pouvoir le faire. C'est son ordinateur à lui. Il mérite la liberté d'installer d'autres logiciels dedans. Mais le problème, l'injustice, jaillit du fait que son serveur fait l'informatique aux autres. Donc, quand il change le logiciel dans son serveur à lui, il change comment se fait l'informatique des autres, sans leur demander l'autorisation de le changer. Donc, il faut, pour ta liberté, il faut rejeter le service comme substitut. Nous voulons être libres, mais il faut franchir des obstacles. Par exemple, les entreprises qui gagnent par le logiciel privateur accumulent, qui soumettent les gens par le logiciel privateur, gagnent beaucoup d'argent qu'elles emploient pour empêcher l'échappatoire. Ils construisent de l'inertie sociale. Et avec ce concept qui est essentiel pour comprendre ce qu'elles font, il faut, si tu demandes pourquoi est-ce que les gens ne migrent pas au logiciel libre, tu trouveras quelques obstacles. Et souvent, cet obstacle est le résultat exprès du travail de ces entreprises. Par exemple, beaucoup d'entreprises utilisent Windows et disent nous ne voulons pas changer parce que les écoles graduent des utilisateurs de Windows. Et les écoles qui enseignent Windows disent nous devons enseigner Windows parce que les entreprises l'utilisent. Chacun attend que l'autre change premier. Voici l'inertie sociale, une forme de l'inertie sociale. Et comment surmonter l'inertie sociale? Quelqu'un doit arrêter d'attendre et changer. Évidemment, ce qu'a les écoles. Mais tu verras que la fondation Gates donne des licences de Windows gratuitement aux écoles. Et donc, l'appelle une grande donation aux écoles. Et donc, la fondation doit payer ses licences à Microsoft. Et enfin, l'argent retourne à Monsieur Gates qui le donne à la fondation. Et le résultat est d'augmenter la dépendance envers Microsoft et l'inertie sociale. Mais Microsoft et Apple fait la même chose maintenant. Et c'est également injuste quand c'est une autre qui le fait. Mais Microsoft, dans les années 90, a arrangé qu'il y avait des modems dans les ordinateurs qui ne fonctionnaient qu'avec Windows, parce que le code pour gérer le modem le code privateur existait uniquement pour Windows. Autre forme de l'inertie sociale. Et Microsoft a imposé effectivement des contrats aux fabricants de PC pour payer la licence de Windows pour chaque ordinateur vendu, que l'utilisateur voulait utiliser Windows ou pas. Un tel contrat devrait être illégal, mais Microsoft a réussi avec ces contrats.
Voici autre forme de l'inertie sociale. Microsoft paye les États pour utiliser Windows. Acheter un politicien est un délit, mais acheter directement l'État n'est pas un délit. C'est également corrupt, mais pas un délit. Donc Microsoft peut dire, si l'État utilisera Windows, nous dépenserons $1 million annuellement dans votre pays, mais l'utilisation de Windows coûte beaucoup plus. Et surtout parce que si l'État utilise Windows, ça amène les gens et les entreprises à utiliser Windows aussi, et eux, ils devront payer. Ils devront payer. Donc, il faut nous manifester contre ces entreprises quand ils se présentent pour vendre ou pour recruter des employés. Il faut nous manifester. Autre obstacle est l'expression open source. Le but de cette expression était de faire oublier notre philosophie de droit de l'humain, de la remplacer par une philosophie superficielle qui ne valorise que la pratique, la commodité, comme la philosophie d'Ubuntu. Ubuntu ne dit jamais free software ni logiciel libre. Ubuntu dit open source. Et diffuse la philosophie open source. À l'année 98, le mouvement de logiciel libre avait quelques essors, et dans la communauté libre, il y avait deux camps politiques. Il y avait le mouvement logiciel libre qui valorisait, lors comme maintenant, la liberté et la communauté comme des valeurs éthiques. Nous présentions la question en termes de justice ou injustice. Et il y avait beaucoup qui n'étaient pas d'accord avec nous, qui aimaient le logiciel libre, qui contribuaient, mais ne le considéraient pas une question éthique. C'était quelques-uns parmi eux qui ont inventé l'expression open source à 98 et l'ont utilisé pour développer un autre discours basé uniquement sur des valeurs pratiques. Nous disons, si tu écris et distribues un programme, c'est ton devoir éthique de respecter la liberté et la communauté des utilisateurs en leur autorisant à distribuer des copies même modifiées. Eux, ils disent, si tu écris et développes un programme, il peut être de ton intérêt pratique de permettre que les utilisateurs changent et redistribuent des copies parce qu'ils peuvent améliorer la qualité du code. Donc pour nous, la liberté et la communauté, pour eux, la qualité du code sont les valeurs de base. Dans la pratique, les deux sont presque équivalents parce que tous les programmes libres sont open source et presque tous les programmes open source sont libres. Je connais une exception. Peut-être il y a peu d'autres exceptions, mais les exceptions sont non, je connais deux types d'exceptions, mais ce sont très peu de programmes dans tous les programmes open source qui ne sont pas libres. Donc, en pratique, les deux sont presque équivalents, mais pas 100%. Mais au niveau philosophique, les deux sont totalement différents. Moi, je suis pour le logiciel libre. Je ne suis pas pour open. Je ne dis jamais open. Et c'est une erreur très grave. Je demande préalablement
aux organisateurs de mes conférences de ne jamais dire open en relation avec mes conférences. Je ne veux pas que l'idée incorrecte de ma philosophie soit diffusée. Et c'est diffusé assez souvent. J'ai même lu des articles qui m'appelaient le père d'open source. Oh, quelle erreur grave. Donc j'ai écrit une lettre à l'éditeur disant, si je suis le père d'open source, il a été conçu par l'insémination artificielle, utilisant la sémence volée sans ma connaissance. Puis je présente le mouvement de logiciel libre et j'explique ces idées. Et voici le but de la lettre, d'informer les lecteurs de ce revue des idées qui avaient manqué à l'article. Mais j'aime bien commencer par les blagues. Moi, je le fais quand j'ai l'opportunité, mais je ne peux pas en faire assez. Nous avons besoin de ton aide. Le problème, c'est que à 98, les adhérents d'open source étaient la majorité, et presque tous les entreprises ont adopté cette expression, et aussi les médias importants. Donc, aux télévisions, on ne voit que open source. Maintenant, nous devons faire un effort pour que les gens connaissent le mouvement de logiciel libre, qu'elles sachent que notre mouvement existe toujours, parce qu'il y a une tendance de dire que le mouvement de logiciel libre a été remplacé par open source. Ce n'est pas vrai. Et donc, si tu es d'accord avec le mouvement libre, le mouvement de logiciel libre, prêt de le montrer aux gens, prêt de dire toujours logiciel libre. Ceux qui sont d'accord avec l'open source ont le droit de le dire. Si tu es d'accord avec open source, tu as le droit de le dire. Mais sinon, ne le dis pas. Et l'expression FOSS signifie Free and Open Source Software. Ça essaie d'être neutre, mais n'est pas vraiment neutre parce que open source est très visible en milieu et free software est coupé en deux. Et on peut facilement penser qu'il s'agit de la gratuité. Donc, FOSS diffuse plus l'open source que le logiciel libre. C'est pour cette raison que je n'utilise jamais l'expression FOSS. Et tu peux suivre mon chemin si tu veux. Il y a aussi FLOSS, Free, Libre and Open Source Software. Cette expression est vraiment neutre entre les deux. Si tu veux être neutre, voici la bonne manière d'être neutre. Mais si tu appuies la liberté, pourquoi être neutre? Pourquoi dire des paroles neutres entre ce que tu appuies et ce que tu n'appuies pas? Donc, l'FSF rarement utilise l'expression FLOSS, mais normalement, quand il y a un besoin spécifique, comme la collaboration avec quelqu'un qui appuie l'open source. Mais, normalement, nous ne le disons pas. Nous disons logiciel libre. Parce que la manière de diffuser la conscience de ces valeurs et ces questions est de les présenter clairement. Et tu peux le faire. Surtout dans une conversation où d'autres disent open source, tu peux dire logiciel libre pour montrer que pour toi c'est une question de liberté, c'est une question de justice ou injustice. Autre obstacle est quand
le mode d'emploi d'un produit physique est secret, est caché. Souvent, le fabricant veut te vendre un produit et refuse de te dire comment l'utiliser, comment le gérer. Il t'offre un programme privateur et c'est tout. Mais nous ne pouvons pas accepter ce programme privateur. Donc, il faut faire l'ingénierie inverse. Est-ce que c'est possible d'en faire plus du thé? Ah. Heureusement, c'est un des thés qui se dégrade avec le temps. Je ne bois que des thés qui se dégradent avec le temps parce que les autres sont détestables. Mais est-ce possible d'en faire plus parce que je l'aimais bien? Ah, il le fait. Merci. Donc, quelqu'un doit étudier les commandes qui passent entre le programme privateur et le produit pour déduire le mode d'emploi du produit et l'écrire, puis quelqu'un d'autre pourra faire un programme libre de remplacement. Si tu veux faire un travail technique qui apporte beaucoup à la communauté libre, fais l'ingénierie inverse. Cette université doit enseigner l'ingénierie inverse. Pas seulement nécessaire pour avancer la liberté, mais aussi une carrière professionnelle lucrative. Il y a très peu qui le font. Il y a beaucoup de demandes pour leurs services. Il est presque impossible à trouver quelqu'un employé. Donc, pourquoi pas entraîner les gens très forts à faire ce travail. Et quant aux écoles, les écoles doivent enseigner uniquement le logiciel libre, jamais un programme privateur. L'école a une mission sociale d'éduquer des bons citoyens d'une société forte, capable, indépendante, solidaire et libre. Dans l'informatique, ça veut dire de graduer des utilisateurs habitués au logiciel libre. Et l'enseignement de l'utilisation d'un programme privateur est d'imposer la dépendance dans la société. La dépendance envers une entité spécifique. Ça va à l'encontre de la mission sociale de l'école. Donner du logiciel privateur aux enfants est comme de leur donner du tabac. Et tu sais, je suppose qu'il y a plusieurs décennies, des entreprises du tabac donnaient des cigarettes aux enfants pour leur faire dépendants. Mais maintenant, des entreprises de logiciels privateurs offrent des copies gratuites de leurs logiciels pas libres aux enfants à travers les écoles. L'école ne doit jamais participer dans l'imposition de la dépendance. Mais il y a aussi l'éducation morale. Les écoles doivent éduquer des bons citoyens, c'est-à-dire des gens disposés à aider les autres, habitués à coopérer. Donc, chaque classe doit avoir cette règle-ci. Les élèves, si tu apportes un programme à cette classe, tu ne peux pas le garder pour toi. Tu dois le partager avec les autres, y compris le code source, au cas où quelqu'un veut apprendre, parce que cette classe est un lieu pour partager les connaissances, pas pour les garder. Donc, il n'est pas autorisé d'apporter un programme privateur à cette classe, de ne pas être pour l'ingénierie inverse. Mais l'école, pour donner le bon exemple, doit suivre sa propre règle. L'école doit apporter uniquement du logiciel libre à la classe et partager le code source avec tous qui désirent des copies, sauf
pour les exercices de l'ingénierie inverse. Évidemment, il faut ne pas révéler le code source avant d'avoir reçu le travail des étudiants. Mais il y a aussi l'éducation dans la programmation. Chaque programme incorpore des connaissances. Si le programme est privateur, il cache ses connaissances des étudiants. Donc, le programme privateur est l'ennemi de l'esprit de l'éducation et ne doit pas être toléré dans une école, sauf pour faire de l'ingénierie inverse. Mais le programme libre révèle ses connaissances aux étudiants. Et le programme libre est d'accord avec l'esprit de l'éducation. L'école doit faire de l'éducation uniquement avec les programmes libres pour donner l'opportunité de se faire bon programmeur. Comment apprendre à écrire bien le code? En lisant beaucoup de code et écrivant beaucoup de code. Seulement le logiciel libre offre le code des grands programmes qui s'utilisent. Puis, pour apprendre à écrire bien le code des grands programmes, il faut écrire beaucoup de code dans des grands programmes. Mais, il faut commencer par le petit. C'est quoi le petit dans l'écriture du code pour des grands programmes? C'est d'écrire des petits changements pour des grands programmes. Puis des changements plus grands. Puis, enfin, on arrive, si on est doué, à écrire des grands changements pour les grands programmes. Seulement le logiciel libre offre l'opportunité d'écrire des changements dans des grands programmes et que les gens vraiment les utilisent. Et c'est seulement par l'utilisation de tes changements par des autres que tu recevras les plaintes des erreurs pour corriger les erreurs dans tes changements. N'importe quelle école peut offrir l'opportunité de maîtriser l'art de la programmation si elle est une école de logiciels libres. Et je propose que cette université offre une classe de développement en groupe, de développement de projets en groupe de logiciels libres pour 2 ans. Les 2 dernières années peut être ou un projet en groupe ou un grand projet de contribution à quelques programmes libres existants. Qui commence par parler avec les développeurs sur quels changements à écrire et comment, et termine ayant donné aussi les changements du manuel et ayant corrigé les erreurs indiquées par les utilisateurs après l'installation de tes changements dans la version actuelle. C'est pour ça que je propose 2 ans. Il faut apprendre tout le processus, pas seulement écrire un changement, écrire un programme. Ça, c'est une portion du processus de contribuer un changement à l'utilisation, à la vraie utilisation. Il faut enseigner le processus entier. Les droits humains dépendent les uns des autres. Si nous perdons un droit humain, il devient difficile de défendre les autres. Mais aujourd'hui, vu que nous utilisons l'informatique pour faire beaucoup de choses importantes dans la vie, le contrôle de notre informatique, c'est-à-dire que nous le fassions par le logiciel libre, est devenu un des droits humains essentiels. Et défendre les droits humains exige parfois des sacrifices. Heureusement,
Dans notre champ, pas souvent des grands sacrifices. Les petits suffisent, mais il faut que les gens soient disposés à faire des petits sacrifices. Beaucoup disent, je changerai pour un programme libre quand vous me montriez un programme libre 100% aussi commode que ce programme privateur, que quand je ne perde rien. Et quand il est dit, ça veut dire vraiment que pour lui, la valeur de la liberté est zéro. Et celui qui ne valorise pas la liberté va la perdre. Et nous ne pouvons pas changer leur avis, pas forcément, mais nous pouvons les citer comme des sots. Comment aider notre mouvement? Si tu es bon programmeur, tu peux écrire du logiciel libre. Il faut commencer par contribuant aux projets libres existants et ayant contribué 20 fois des changements importants au programme libre, tu sauras gérer un nouveau projet libre. Mais si tu n'es pas programmeur, tu peux néanmoins contribuer de manière importante. Tu peux organiser l'activisme, de lutter pour le logiciel libre, de pressionner, de diffuser les idées. Tu peux faire des conférences comme celle-ci. C'est une contribution très, très importante. Si tu te fais conférencier, ce sera important. Tu peux convaincre des écoles et des États de migrer au logiciel libre. Quant aux écoles, regarde gnu.org/education. Quant aux États, regarde gnu.org/philosophy/governmentfreesoftware.html. Si tu es expert dans l'utilisation, tu peux aider les autres utilisateurs. Tu peux lancer un groupe d'utilisateurs GNU et Linux. Ou tu peux participer dans un groupe d'utilisateurs GNU et Linux qui s'appelle erronément groupe d'utilisateurs de Linux et lui convaincre de changer de nom. Et seulement en disant free software ou logiciel libre et pas open source, tu aides le mouvement. Pour d'autres manières de nous aider, parce qu'il y a d'autres choses, ce sont très peu. Il y a d'autres choses dans gnu.org/help. Il y a plusieurs équipes qui ont besoin de contribuants. Mais dans gnu.org, tu trouveras d'informations davantage. Dans gnu.org/gnu, tu trouveras l'histoire du projet. Dans gnu.org/licenses, toute l'information au sujet des licences libres. Il y a la liste de licences libres que nous connaissons. Il y a aussi la page licenserecommendations.html qui suggère comment choisir la licence pour ton travail, pour ton œuvre, selon les faits, selon le cas. C'est gnu.org/licenses/licenserecommendations.html. Il y a aussi gnu.org/distros qui présente les distros libres et privatrices. Il y a aussi gnu.org/proprietary qui présente beaucoup d'autres cas de maliciels privateurs. Et il y a aussi gnu.org/philosophy qui présente aussi
qui présente beaucoup d'articles sur des questions éthiques, politiques et philosophiques relationnées au logiciel libre. Il y a aussi fsf.org, c'est-à-dire le site de la Free Software. Il n'est plus branché. Il n'y a plus de courant. Est-ce que quelqu'un peut investiguer pourquoi il n'y a pas de courant ici? Qui peut investiguer le branché? Allô? Assistance technique? Assistance technique? L'ordinateur n'est plus branché et la pile se décharge. Qui peut m'aider? Qui peut m'aider? Ce ne doit pas être un problème très profond, mais... Ah oui, maintenant oui, ça fonctionne. Merci. Chez fsf.org, tu trouveras des campagnes politiques de pression que tu peux appuyer. Tu trouveras des ressources pour l'utilisation, le développement et la diffusion du logiciel libre, comme par exemple des conseils sur le choix de support physique. Aussi, tu peux te rendre membre, tu peux t'adhérer à l'FSF. Je suis volontaire de temps complet pour l'FSF, mais nous avons une équipe payée et pour payer les employés, il faut de l'argent et majoritairement notre argent vient des membres et des dons. En achetant quelque chose par là, tu appuies l'FSF, mais tu peux aussi donner de l'argent de n'importe quelle quantité. Et aussi, tu peux, si tu veux te faire membre et payer ta cotisation annuelle en liquide, tu as l'opportunité de le faire parce que je suis présent. Donc, maintenant, je veux vous présenter mon autre identité. Je suis le saint Ignatius de l'église d'Emacs. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Emacs était au commencement un programme éditeur extensif de texte que j'avais écrit qui devenait à travers des années une manière de vivre pour beaucoup d'utilisateurs parce qu'il l'étendait jusqu'à pouvoir faire toute son informatique sans jamais sortir d'Emacs. Puis, Emacs est devenu une église avec le lancement du groupe de notices alt.religion.emacs, auquel la visite pourrait te divertir. Dans l'église d'Emacs, nous avons un grand schisme entre plusieurs versions d'Emacs. Et nous avons des saints, mais pas de Dieu. En lieu des dieux, nous adorons le seul vrai éditeur Emacs. Pour te rendre membre de l'église d'Emacs, tu dois prononcer la confession de la foi. Il faut dire, il n'y a aucun système que GNU, et Linux est un de ses noyaux. Puis, si tu deviens utilisateur expert, tu peux le célébrer par notre cérémonie, le Fubar Mitzvah, dans laquelle tu chantes une portion de notre texte sacré, c'est-à-dire le code source du système. Nous avons
Aussi, le culte de la Vierge d'Emacs, ça se réfère à n'importe qui n'a jamais utilisé Emacs. Selon l'Église d'Emacs, lui offrir l'opportunité de perdre la virginité d'Emacs est un acte béni. Nous avons aussi le pèlerinage d'Emacs. Il s'agit d'invoquer toutes les commandes d'Emacs en ordre alphabétique. Il y a un secte rebelle tibétain qui dit qu'il suffise de les invoquer automatiquement sous le contrôle d'un script, et ils le font répétitivement des millions de fois, mais pour l'Église mère, ça ne suffit pas. Pour gagner de la mérite spirituelle, il faut les taper à la main. L'Église d'Emacs a des avantages comparés à d'autres églises que je ne vais pas citer. Par exemple, d'être saint dans l'Église d'Emacs ne requiert pas le célibat. Mais il requiert de vivre une vie pure et éthique. Tu dois faire l'exorcisme des systèmes d'exploitation diaboliques et privateurs qui ont possédé des ordinateurs sous ton contrôle ou montés pour ton utilisation régulière, et installer comme remplacement un système totalement sain et libre. En anglais, je dirais a wholly free system. Puis, utiliser et installer uniquement le logiciel libre sur et avec le système. Si tu fais ce vœu et tu le suis, tu seras saint et auras le droit de porter une auréole. Si tu en trouves une, parce qu'ils ne les fabriquent plus. Il y a une rivalité traditionnelle entre Emacs et l'autre éditeur VI. Qui ici connaît VI? Beaucoup. Donc, il vaut la peine de dire que quelques-uns ont demandé si, pour l'Église d'Emacs, l'utilisation de VI est un péché. C'est vrai que VI est l'éditeur de la bête, mais l'utilisation d'une version libre, d'une implémentation libre de VI n'est pas un péché, mais plutôt une pénitence. Il y a 2 ans, je suis allé en Chine et quelques utilisateurs de VI ont proposé de m'attaquer. J'étais choqué, mais il paraît que violence commence par VI. Et quelques-uns ont demandé si mon auréole est en vérité un vieux disque dur d'ordinateur. Ce n'est pas un disque dur, c'est mon auréole. Mais elle était un disque dur dans une existence antérieure. Merci beaucoup.